Bienvenue dans Citizen Vox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec le ZAN, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser, mais surtout de bâtir des villes résilientes. David Mier, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet échange. Alors, avant de commencer, quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes architecte urbaniste. Vous avez été pendant 10 ans chercheur pour le ministère de l'écologie. Et en 2013, vous avez cofondé Ville Vivante. Donc, c'est une agence urbaine très originale, puisque vous avez développé un concept unique dans la fabrique urbaine, qui s'appelle le BINBI notamment. Et on aura l'occasion d'en parler longuement. Mais d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous avez eu l'idée et l'envie de créer cette agence, comment on peut qualifier de précurseur par rapport à la question du ZAN? Comment vous avez eu cette étincelle de génie? Disons que quand j'étais chercheur, je m'intéressais au devenir des quartiers pavillonnaires qui ne sont pas les quartiers préférés des urbanistes ou des professionnels de l'aménagement du territoire. Et avec quelques collègues de l'époque, on y avait décelé un potentiel relativement important, foncier, pour le développement futur, plutôt bien situé, c'est-à-dire que les lotissements des années 50, 60, 70, aujourd'hui, ils sont plutôt centraux dans les agglomérations, ils sont plutôt situés en première couronne, ils sont desservis par des transports en commun. Et donc, il y a un potentiel de renouvellement de la ville qui est là. En tant que chercheur, je l'ai repéré. On s'est interrogé sur la façon de le mobiliser. Il y a eu des premiers tests un peu qui ont été réalisés. Et je me suis rendu compte que pour réussir à le mobiliser, on ne pourrait pas le faire avec les méthodes professionnelles, opérationnelles qui ont permis de faire la ville en extension urbaine. Et que ma position de chercheur au ministère de l'écologie n'était pas suffisante. C'est-à-dire que j'étais en position de prescripteur ou de conseil. Je pointais vers des solutions possibles, mais à un moment, pour ouvrir une nouvelle voie, en fait, il faut l'expérimenter. Et donc, pour l'expérimenter, j'ai créé avec quelques associés Ville Vivante. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu pourquoi vous dites on ne peut pas faire du renouvellement en fait, dans ces secteurs-là sur les modèles de la construction par extension, en fait. Pour quelles raisons? En fait, ces quartiers résidentiels de lotissement peu denses, ils ont la caractéristique d'être très morcelés au niveau du foncier. C'est-à-dire qu'on a des milliers de parcelles individuelles sur lesquelles sont bâties une maison. Et ces propriétés appartiennent le plus souvent aux gens qui habitent ces maisons. Mais donc vous avez en fait chaque parcelle de 500 m², 800 m², 1000 m² qui appartient à quelqu'un de différent. Dans ce foncier morcelé, toutes les méthodes qui consistent qui ont comme préalable ou comme présupposé d'avoir une maîtrise foncière d'ensemble, en fait elles n'opèrent pas, elles ne sont pas opérantes, parce qu'il faudrait commencer par racheter une première maison, une deuxième, une dizaine ou une vingtaine de maisons, remembrer. Et donc, en fait, vous aurez toujours, sur 20 personnes, vous aurez toujours une personne ou deux qui ne voudront pas vendre. Donc, il faudrait envisager d'exproprier, mais dans la plupart des cas, en fait, ça ne se justifierait pas. Et donc, on se retrouve dans l'obligation de dialoguer avec ces propriétaires qui sont chez eux, qui n'ont pas spécialement forcément pour intention de céder ce potentiel foncier à la collectivité, mais qui par contre ont des problématiques personnelles qui, si on les accompagne, en fait, pourraient très bien s'engager dans des projets qui rejoignent les intérêts de la collectivité. Bon, on le verra tout à l'heure, c'est la manière dont vous avez procédé pour développer BINBI, on en parlera longuement tout à l'heure. Alors, du coup, vous parlez effectivement du foncier, on voit bien que
Depuis quelques années, le foncier prend une part de plus en plus importante dans la question de l'aménagement, dans les bilans d'opération, que ce soit par le coût ou par la rareté. Et la nouvelle loi climat et résilience, le principe du ZAN, risque d'augmenter en fait cette pression foncière. Quelle est votre analyse sur le sujet, c'est-à-dire sur cette question de pression foncière dans les années à venir et leurs conséquences? En fait, ce qui est rare, c'est le foncier constructible. C'est-à-dire que des terrains, il y en existe beaucoup, des terrains qui sont situés dans les zones urbanisées, déjà bâties, et qui ont a priori vocation à accueillir de l'activité ou du logement. On en dispose en quantité innombrable. Par contre, le terrain constructible, c'est-à-dire qui est disponible pour un projet de construction, lui, il se fait de plus en plus rare. Jusqu'ici, on recourait à l'extension urbaine pour compléter nos besoins. Si on va à court terme vers le zéro artificialisation nette, ça voudra dire qu'il faut qu'on trouve les possibilités de construire au sein de la ville existante. Donc il faut qu'il y ait des propriétaires fonciers qui libèrent des terrains et que les documents d'urbanisme aient écrit des règles qui rendent la construction possible sur ces terrains. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est si on annule la possibilité pour les villes et les villages de s'étendre, tout va reposer sur le renouvellement urbain, l'existant, et donc tout va reposer sur la vitesse avec laquelle les propriétaires d'un terrain vont prendre les décisions de libérer leur terrain. Et donc la vraie rareté, en fait, c'est la rareté de la décision de certains propriétaires de libérer leur terrain. Et c'est là-dessus que nous, on a commencé à travailler, c'est-à-dire que le foncier est disponible en abondance. Par contre, les gens qui décident chaque année de les libérer pour que quelqu'un d'autre construise, c'est ça qui est plus rare, en fait, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc en fait, la rareté, c'est plutôt le délai en fait, qui augmente de capacité. C'est une rareté de décision. Voilà. Donc il faut s'interroger sur pour quelles raisons les gens ne libèrent pas les terrains qui sont constructibles. Discuter avec eux, travailler avec eux, et puis voir par quelle voie en fait ils pourraient prendre ces décisions de les libérer finalement. J'aimerais un tout petit peu revenir sur le ZAN. Qu'est-ce que vous pensez de cette réglementation, sur la loi climat et résilience de manière générale, mais sur le ZAN, est-ce qu'il fallait aller jusqu'à légiférer le zéro artificialisation nette? Est-ce qu'on ne pouvait pas procéder un peu autrement, par des incitations, etc. Quelle est votre analyse? Ça fait quand même quelques années qu'on essaie de lutter. Au début, c'était contre le mitage urbain. Ensuite, ça a été contre l'étalement urbain. Avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que l'artificialisation des sols en France, elle tend à se stabiliser, voire à baisser un petit peu, mais on n'a pas eu de changement radical depuis les années 2000. Le ZAN, il a le mérite, par son premier mot qui est zéro, de mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Et ce qui est clair, c'est qu'il a déjà gagné une bataille au niveau des idées. Il est presque plus questionné dans l'intention. Et donc je pense qu'il nous a quand même aidé à changer d'air, à changer de paradigme, et en tout cas à accélérer le travail de tous les professionnels et des élus pour trouver les solutions, pour arrêter de s'étaler. Donc ça, c'est une première vertu qui est là. Maintenant, on est en phase de traduction concrète du ZAN dans les documents de planification en termes de normes, en termes de contraintes qui vont s'appliquer de façon descendante en fait, jusqu'au plan locaux d'urbanisme. Là, je pense que c'est plus complexe. Le ZAN, il a le mérite de la simplicité. Je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il a bousculé à ce point les idées et qu'il a réussi d'une certaine façon. Par contre, sa simplicité, elle a beaucoup de défauts. Le premier défaut, c'est qu'il est envisagé de façon universelle, homogène. Donc on pose un ZAN à l'échelle du pays. Ensuite, ça va se décliner à l'échelle des régions. Est-ce qu'il faut que toutes les régions soient abordées de la même façon? Et à l'échelle infrarégionale également, ça c'est des grandes questions. Il y a une géographie en France, une géographie de l'activité économique, une géographie des emplois, une géographie du peuplement. Le ZAN, en fait, il n'inclut pas de notion géographique a priori, il est arithmétique. Donc ça, c'est son défaut principal. Les élus ont très fortement critiqué la loi et le ZAN. D'ailleurs, on est aujourd'hui
le 14 mars, à l'Assemblée nationale, il y a un vote sur ce sujet. Les élus ont vraiment très fortement critiqué cette réglementation. Et notamment par son aspect, c'est ce que vous dites un petit peu, non opérationnel en fait. La loi a été pensée par la planification exclusivement, donc par la règle, la norme et la planification et la comptabilité, et les élus n'ont pas forcément les outils opérationnels ensuite pour décliner cet enjeu au niveau territorial. Est-ce que vous pensez que le ZAN va être l'occasion de recomposer un petit peu la gouvernance urbaine? Je pense que le ZAN a beaucoup de vertus comme objectif. Alors après, pour que cet objectif il soit pris de façon sérieuse, il faut qu'il trouve une traduction réglementaire ou législative. Mais ensuite, je pense que quand on va vouloir le mettre en œuvre, et notamment le décliner sur chaque territoire, il faut vite qu'on bascule dans une discussion sur les méthodes, les moyens et sur l'action. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, le renouvellement urbain, il existe déjà. Il se produit parfois par le marché. Dans des secteurs très tendus, en fait, il y a un équilibre qui se crée entre les limites que le plan local d'urbanisme impose à la constructibilité et une forme de pression foncière et immobilière qui conduit des acteurs, s'ils en ont la possibilité, à acheter des terrains, à acheter des biens et les densifier. Donc on voit déjà dans certains secteurs tendus, dans lesquels les règlements d'urbanisme étaient ouverts, il y a eu une forme de densification qui s'est faite. Enfin, le renouvellement urbain a déjà commencé. Et donc il est assez urgent qu'on focalise notre attention et nos moyens sur la mise en œuvre, sur les méthodes de mise en œuvre, sur les différentes filières de densification, et qu'on travaille à la fois sur la géographie, donc où est-ce qu'il est pertinent de construire, de densifier, d'accueillir de nouvelles constructions, et sur la façon de faire, puisqu'il y a des questions d'acceptabilité sociale de la densification qui sont en train de monter de façon très forte aussi dans le pays. Donc il faut vite qu'on se préoccupe de la réalisation et ensuite qu'on soutienne toutes les actions qui vont vers la réalisation du ZAN, qui fait consensus dans l'objectif. Je pense que pour progresser maintenant, on aura du mal à tomber d'accord de façon universelle sur des conditions précises, réglementaires, ou une façon administrative de décliner cet objectif. À mon avis, faire consensus sur ces bases-là, c'est complexe. Par contre, agir, mener des actions, en fait, ouvrir des possibilités d'accueil au sein des tissus existants, je pense que ça peut faire consensus. Donc il faut vite qu'on travaille à ça. Et vous parliez donc effectivement des filières, de comment on fait les méthodes, etc. Et puis les financements, puisque le modèle économique d'un renouvellement urbain est quand même plus complexe à boucler en général, compte tenu de la complexité des opérations en elles-mêmes, de ce que vous avez évoqué, y compris les recours éventuels qui allongent les délais et donc complexifient aussi, etc. Et donc il y a quand même aussi cette question du modèle économique et du financement à trouver en fait. Oui, on est à un moment du cycle immobilier également où les prix sont relativement hauts. L'effort des Français pour se loger, l'effort financier, est beaucoup plus important qu'il y a 20 ans. On est sans doute en train d'atteindre les limites en fait, d'efforts réalisés par les ménages dans le budget qu'ils consacrent à leur logement chaque mois pour habiter là où ils ont besoin d'habiter. Le fait que le foncier devienne plus rare, ça ne peut qu'empirer les choses de ce point de vue. Et donc c'est vrai qu'il y a un sujet fondamental qu'il faut croiser avec le ZAN, qui est celui du modèle économique de production de logements en France. Jusqu'ici, en fait, on avait deux filières en France. On avait une filière de la promotion immobilière que les professionnels de l'aménagement du territoire et les urbanistes ont beaucoup utilisé dans les zones d'aménagement concerté pour faire des écoquartiers ou des opérations denses, urbaines. Et puis on avait à côté de ça la filière du lot à bâtir, qu'on avait en lotissement, en opération d'aménagement, ou en diffus dans le rural, c'est-à-dire
par des divisions de terrain en bord de route, en étalement urbain. Et donc jusqu'ici, on avait d'un côté l'activité d'aménagement et de promotion qui produisait à la fois le logement social, souvent à 30% dans les immeubles, et le logement en accession libre, on va dire, en promotion. Et de l'autre côté, le terrain à bâtir qui est en fait de l'autopromotion, c'est-à-dire que vous avez des particuliers qui achètent des terrains et qui ensuite trouvent un maître d'œuvre, un constructeur ou un architecte pour faire bâtir et qui font eux-mêmes la maîtrise d'ouvrage du projet de construction. Et cette filière de l'autopromotion, elle a produit ces dernières décennies le segment du logement abordable. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu les choses en prenant un peu de recul, on avait le logement social qui est le plus abordable. Au milieu, vous aviez le terrain à bâtir, l'autopromotion, et puis ensuite vous aviez la promotion libre qui était toujours un petit peu plus chère. Voilà. Aujourd'hui, le ZAN, ce qu'il fait, c'est qu'il va retirer la possibilité de faire des lotissements et de faire de l'étalement urbain en diffus. Donc ça veut dire que le segment principal qui est touché, c'est le segment du logement abordable. Donc un des grands sujets du ZAN, c'est comment est-ce qu'on recrée une filière du logement abordable, mais en densification cette fois-ci, c'est-à-dire sans lotissement et sans extension urbaine en diffus. Oui, c'est très intéressant. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur le segment de la promotion immobilière, on voit également quelque chose qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de métropolisation qui a progressé depuis le début des années 2000, dont on aurait pu croire qu'il serait un peu remis en cause ou en tout cas atténué par la crise sanitaire du Covid et peut-être un chamboulement un peu dans les imaginaires ou dans les aspirations des Français. On voit que ça s'est beaucoup produit au niveau des aspirations. Dans les faits, la métropolisation, en fait, elle se poursuit. Ensuite, il y a des équilibres qui se sont un peu modifiés entre le plein cœur des métropoles et leur première et deuxième couronne, la périurbanisation. Mais globalement, on voit qu'on a quand même une géographie de l'activité économique et du besoin en logement qui se concentre dans certaines métropoles dynamiques et sur les secteurs littoraux. Et donc, on a des secteurs de France où les prix sont en train de monter assez haut, à 3 000, 4 000, 5 000 euros du mètre carré, portés par les prix du foncier et portés par une demande en fait, qui a grandi plus vite que l'offre. Et notamment dans certaines grandes villes qu'on construit beaucoup. Donc je pense à Nantes, je pense à Bordeaux, je pense à Lyon. C'est parmi les grandes villes de France qu'on le plus construit. Et on voit que les prix ont monté pendant qu'on construisait beaucoup. Donc on peut se poser la question, mais est-ce que plus on construit, plus on fait monter les prix? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment dans un système d'offre-demande ou quelque chose d'autre? Moi, l'hypothèse qui me paraît la plus crédible, c'est que certes l'offre a augmenté, mais le besoin de vivre dans des marchés de l'emploi relativement vastes, à l'intérieur desquels vous avez plusieurs options pour trouver un travail, lui, il a augmenté encore plus fortement que l'offre. C'est-à-dire que certes, Lyon a beaucoup construit, la métropole bordelaise également, Nantes également, Rennes également, ont plutôt plus construit que d'autres territoires. Et il se trouve que le besoin d'habiter dans la métropole lyonnaise, le besoin d'habiter dans la métropole bordelaise, lui, il a progressé encore plus rapidement. Et donc le décalage, c'est qu'on a une demande qui est en avance sur l'offre. Et des modèles économiques en promotion immobilière qui sont compliqués puisqu'ils produisent à des prix qui ne sont plus du tout compatibles avec le budget des Français. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que le ZAN risque quand même d'accélérer les inégalités territoriales qui existent déjà, mais risque de renforcer finalement, au moins à court terme, le temps qu'on arrive à adapter les modèles. Dans notre configuration actuelle, c'est ce qui est en train de se faire. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans nos grandes métropoles, en première couronne de Lyon, en première couronne de Bordeaux, en première couronne de l'ensemble des grandes villes de France, on a des règlements d'urbanisme qui ont plutôt tendance à empêcher la densification, notamment dans les secteurs résidentiels peu denses qui sont les quartiers pavillonnaires qui ont été construits depuis les années 50-60. Et donc, on a une rareté foncière artificielle qui est créée par les règlements d'urbanisme et créée par, effectivement, une expression locale des points de vue des riverains qui sont plutôt contre la densification, en tout cas certains d'entre eux, qui l'expriment avec
une certaine efficacité auprès de leurs élus et des élus qui ont plutôt tendance en fait à maintenir tel quel ou à préserver des tissus qui sont vraiment peu denses et qui pourraient accueillir demain des projets de construction, des projets de densification douce. Donc dans la configuration des règlements d'urbanisme actuels, ce qui est clair, c'est que le ZAN, il enlève des possibilités sans qu'en face on ait recréé des possibilités nouvelles. Ces possibilités nouvelles, il faut les créer dans l'existant. Tant qu'on ne le fait pas, clairement, si on ferme le robinet à droite mais qu'on n'ouvre pas le robinet à gauche, en fait, on va se retrouver avec des problèmes drastiques qui vont encore faire monter les prix. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que, donc vous avez commencé largement à en parler, mais est-ce qu'on peut aborder du coup les défis de la production de logements actuels? La capacité à produire du logement, donc on le voit, c'est un sujet de tension depuis plusieurs années. Le besoin de logement ne semble pas être couvert. Les territoires ne sont pas tous confrontés aux mêmes difficultés, on vient de le voir, en fonction du marché, plus ou moins tendu. La Fédération des promoteurs immobiliers, d'ailleurs récemment, a alerté sur la chute de la construction neuve en 2022 et le risque majeur, selon eux, d'une crise de logement. Et parallèlement, moi, je souhaitais avoir votre opinion sur la question du besoin. Faut-il vraiment produire 500 000 logements par an? Est-ce que le besoin est avéré ou est-ce que ce n'est pas une distorsion finalement du marché, enfin en tout cas d'un prisme plutôt marché et ça ne serait pas plutôt issu de la demande en fait, du marché? En fait, tout dépend de ce qu'on entend par production. Je pense qu'il y a deux points importants sur cette question. Le premier point, c'est que le parc de logements existant n'est pas adapté à la demande et aux besoins. On l'a vu pendant le Covid, on a vu les frustrations remonter. Il y a beaucoup de logements en France qui n'ont pas d'espace extérieur, qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de terrasse, qui sont peu lumineux, peu éclairés. On va dire que le niveau de confort et d'adaptation du parc de logements existant en fait n'est pas adapté par rapport aux aspirations et aux besoins des Français actuels. Ouais. Donc il y a au moins un premier consensus qu'on peut proposer, qui est qu'il faut produire du logement dans le sens où le nombre d'unités de logement qui est adapté aux besoins d'aujourd'hui en fait est insuffisant. Ouais, il y a beaucoup de logements, ils existent, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas assez isolés, la vacance. Ils ne sont pas lumineux, d'où la vacance dans les secteurs qui sont les moins tendus. Mais vous avez également dans les secteurs qui sont très tendus, vous avez peu de vacances, mais des gens qui sont obligés de faire des seconds choix ou des troisièmes choix, parce que, tant bien que mal, ils n'ont pas trop le choix que de se loger pas très loin de là où ils travaillent. Donc en fait, ils se logent dans des choses qui ne sont pas adaptées. Donc clairement, déjà, on a besoin d'agir massivement pour transformer le parc. Pas simplement pour le rénover, c'est-à-dire que clairement les performances énergétiques du parc bâtiment existant ne sont pas les bonnes, elles sont insuffisantes. Mais ça reste qu'un problème technique sur cet aspect-là. En fait, le besoin est beaucoup plus profond que la rénovation énergétique. Le besoin, c'est un besoin de reconfiguration. En fait, on ne vit pas aujourd'hui, en 2023, comme on vivait il y a 30 ans. Il y a une bonne partie de notre parc qui n'est pas du tout adaptée. Notamment dans les cœurs de ville et les centres-villes, je pense aux villes moyennes, où vous avez une offre assez pléthorique en périphérie des villes moyennes, de grands terrains et de maisons confortables à l'extérieur, et où le logement de centre-ville est dense, difficile d'accès en voiture, peu éclairé, ne proposant pas d'espace extérieur en fait, aux personnes, et donc difficilement concurrentiel par rapport à l'offre qui est à l'extérieur des villes. Et donc il y a vraiment un sujet pour reconfigurer le parc bâti existant, et donc pour travailler, rénover, reconstruire, transformer, reconfigurer. On a besoin d'une activité déjà de transformation du parc bâti existant. C'est la notion de reconfiguration, c'est ça. Massive. Reconfiguration qui va plus loin que la simple rénovation. Oui, oui, tout à fait. Et donc dans ce cas précis, là, on n'a pas besoin de construire plus nécessairement. Alors, reconfigurer, c'est des travaux. Hein. C'est-à-dire que c'est des travaux qui coûtent aussi cher que de construire du neuf, voire parfois plus. C'est abattre des cloisons et en construire de nouvelles. C'est parfois démolir certains pans de bâtiments pour créer des espaces extérieurs, des cours, des patios. Surélever d'autres parties. Reconfigurer, ça ne se fait pas à somme nulle. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie, il faut des matériaux, il faut de la conception. C'est des travaux, mine de rien. Il faut mobiliser la filière construction
Mais il ne faut pas forcément, nécessairement, augmenter le volume de production. Alors, pour moi, reconfigurer des enveloppes bâties existantes pour produire une offre de logement adapté, ça fait partie de la production. Ça fait partie de la production parce que ça coûte cher, qu'il faut le faire, que ça consomme de l'énergie, que ça consomme des matériaux. Je ne vois pas de différence si fondamentale que ça entre un logement neuf que vous construisez ex nihilo avec des matériaux neufs et une reprise complète d'un bâtiment existant où vous avez conservé certes quelques façades, certes quelques ouvertures, peut-être une structure, mais vous avez repris l'ensemble. Donc évidemment qu'il y a un peu d'économie qui se fait sur les matériaux et grâce à l'existant, mais mine de rien, ça reste des travaux lourds. Reconfigurer, ça suppose des travaux lourds, en fait. C'est pas simplement isoler par l'extérieur toutes les enveloppes bâties existantes. En fait, je pense que déjà ça, c'est complexe à mettre en place, ça répond pas spécialement aux besoins, c'est cher pour la résolution d'une petite partie du problème. Donc je pense que reconfigurer, déjà il faut considérer que c'est de la production. C'est quasiment aussi lourd que de la production. C'est pas forcément les mêmes acteurs, c'est pas forcément les mêmes filières, mais c'est un travail considérable. Ensuite, vous avez un deuxième point sur le besoin, qui est la géographie. C'est-à-dire que c'est clair qu'on a un parc bâti existant relativement conséquent. Que beaucoup de gens se disent, en fait, on pourrait déjà mobiliser les logements vacants, mieux s'organiser à l'intérieur des enveloppes bâties actuelles, et on a peut-être besoin de construire beaucoup moins de logements neufs que ce qu'on pense. C'est oublier le fait que les logements ne sont pas déplaçables. Ils sont immeubles. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que les logements existants, est-ce qu'ils sont situés dans les secteurs géographiques où les personnes ont besoin d'habiter? Donc en fait, avant de répondre à la question quels sont nos besoins quantitatifs en logement neuf, en fait, il faut qu'on réponde à la question où est-ce que les Français ont le besoin, le souhait d'habiter. Et là, on touche des questions délicates d'un point de vue politique. Si je résume ma grande triste qui est en train de se passer, c'est qu'on s'aperçoit que les Français sont de plus en plus mobiles. Ils sont de moins en moins attachés à leurs racines régionales. On le voit notamment au moment de la retraite. De plus en plus, les gens n'hésitent pas en fait à partir d'un côté du pays pour aller de l'autre. Ça va souvent d'est en ouest. Ou du nord au sud. Du nord au sud. Donc les gens hésitent moins à le faire qu'avant. Ça crée des phénomènes de concentration avec des difficultés de place, des difficultés de rareté, mais aussi des phénomènes économiques qui ne sont pas inintéressants. Ça crée une économie présentielle. Voilà, quand vous avez beaucoup de personnes qui sont retraitées, qui ont des besoins de services, qui se regroupent dans des endroits pour lesquels ils ont le goût, un goût qui se rassemble. Dans le fond, vous avez des économies qui se mettent des territoires dont une partie de l'économie est basée sur cette économie présentielle. Et donc, il y a clairement des territoires qui sont en train de gagner en attraction et d'autres territoires moins. Il y a des territoires qui sont en train de progresser vers des marchés immobiliers tendus dans lesquels la demande est vraiment supérieure à l'offre et inversement des territoires dans lesquels vous pouvez tout à fait trouver un bâtiment à reprendre et à reconfigurer pour 15, 20 ou 30 000 euros, par exemple. Donc on va vers deux types de territoires, des territoires dans lesquels l'offre est largement suffisante, même s'il faut la reconfigurer, comme ce que j'expliquais, et d'autres territoires dans lesquels l'offre est insuffisante, parce que pour des raisons de préférence ou pour des raisons d'emploi, en fait, il y a plus de personnes qui ont besoin de venir y habiter que ce que permet le parc de logements existant. Et donc sur cette géographie, il y a une géographie des préférences et une géographie de l'emploi. En fait, il faut y revenir un peu et je pense qu'il faut qu'on en débatte. Avant de discuter du nombre de logements qu'il faut construire en France, il faut se poser un peu ces deux questions. Est-ce que ça nous paraît admissible que des personnes choisissent en fait l'endroit de France où ils préféreraient habiter, par exemple passer leur vieux jour? C'est des vrais sujets qui se posent au Pays Basque, des vrais sujets qui se posent en Bretagne, sur toute la côte ouest, premièrement. Et puis deuxièmement, sur le marché de l'emploi, on voit que quelque part, en fait, on est en train de quitter un modèle et on va vers un autre. Le modèle qu'on quitte, c'est un modèle où on travaillait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même institution, qu'elle soit publique ou privée. 30 ans à l'hôpital, 30 ans chez Peugeot,
30 ans chez Airbus ou 30 ans dans une collectivité. Donc on avait des trajectoires qui étaient relativement fixes. Pour des ménages dont les membres changent peu souvent d'emploi, en fait ce que ça permet, cette sorte de stabilité professionnelle, c'est de permettre à chacun de vivre partout en France. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit que vous trouviez un premier CDI et un deuxième CDI, et la vie dans chaque préfecture ou sous-préfecture de France était possible. Ouais. Dans un monde où les jeunes générations, et quasiment tout le monde aujourd'hui, se dit qu'il aura peut-être la nécessité ou l'envie de changer d'emploi dans 3 ans ou dans 5 ans. Dans un monde où, quand vous posez la question à un jeune, combien d'emplois tu vas faire dans ta vie, combien de jobs ou d'expériences professionnelles tu vas connaître dans ta vie, les gens en général répondent une dizaine aujourd'hui. Ouais. En fonction de votre branche, en fonction de votre secteur, pour avoir une dizaine d'expériences professionnelles, il faut avoir 10 fois ou 100 fois le volume d'opportunités pour avoir un petit peu de choix. Et en fait, très vite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça met une contrainte de plus en plus forte sur la taille du marché de l'emploi dans lequel vous pouvez avoir cette sécurité. Oui, bien sûr. En fait, hier, ce qui a apporté la stabilité et la sécurité économique aux ménages français, c'était nos institutions, publiques ou privées, qui étaient capables d'offrir une sécurité de l'emploi, une carrière, une progression professionnelle à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une institution publique. Si vous aviez votre CDI dans un grand groupe, vous aviez quasiment la sécurité professionnelle jusqu'au bout, c'est-à-dire même la sécurité pour votre ménage et pour votre foyer. Aujourd'hui, ce sont les grandes villes, comme Lyon, Nantes, Rennes ou Bordeaux, qui sont en train de recréer cette sécurité qui n'existe plus dans le monde économique. C'est-à-dire que dans le monde économique, tout le monde sait que dans 3 ans, votre employeur il peut tout à fait disparaître. Vous pouvez tout à fait avoir envie de quitter cette institution parce que sa politique ne vous convient plus, parce que le manager direct qui vous suit, en fait, ses méthodes ne conviennent plus non plus. Et donc, les gens sont en train de remplacer une sécurité par la stabilité, par une sécurité, par les opportunités qui se trouvent dans leur environnement proche, qui peuvent leur permettre éventuellement, si besoin, de se retourner et de retrouver une deuxième option si ça devient nécessaire. Et donc la métropolisation, c'est-à-dire le fait que les grandes villes concentrent de plus en plus l'activité économique et du coup attirent les employés, en fait c'est un corollaire direct de notre rapport au travail et de notre rapport à ce qu'on considère être une sécurité dans le travail. En fait. L'Europe a un peu de retard sur le modèle qui est en train de venir, qui est un modèle métropolitain, parce que, et notamment la France, avec un droit du travail très protecteur et des employeurs qui ont été relativement stables pendant plusieurs décennies, on a eu une forme de sécurité du travail relativement exceptionnelle. Les continents asiatiques, africains, sud-américains qui ont bâti des mégapoles au XXe siècle, en fait, l'ont fait pour des raisons de précarité du travail et parce que chaque individu, chaque foyer, en fait, pour pouvoir assurer la survie économique en fait, de son ménage, a dû déménager à la grande ville, tout simplement pour des raisons pratiques et de sécurité financière. Oui. C'est ce qu'on est en train de découvrir en France. Il y a tout un tas de personnes qui pensent que la métropolisation est choisie, que c'est le résultat de politiques publiques d'État, par exemple, que c'est une forme de décision délibérée de favoriser les grandes villes au détriment des territoires ruraux, etc. Peut-être que c'est vrai en partie, parce qu'il y a eu des doctrines où on a pu se dire que les grandes villes françaises étaient en concurrence avec d'autres villes européennes, par exemple, pour l'implantation de certains sièges ou de certaines activités économiques. Il y a sans doute un peu de vrai dans tout ça, mais je pense, moi, que le phénomène anthropologique qui est derrière ça, c'est-à-dire le rapport de chaque individu aux institutions, le fait qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'institution suffisamment crédible pour que un jeune se dise « je vais y consacrer 20 ans ou 30 ans de ma vie professionnelle ». Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir la liberté de changer, de se retourner si jamais les choses ne conviennent pas. Ce rapport-là des individus aux institutions qui s'est assoupli,
fait que la nouvelle sécurité en fait, économique, c'est la grande ville qui offre dans un lieu suffisamment dense et rassemblé toutes les opportunités dont vous avez besoin pour vous faire une trajectoire. Et ça, on n'en a pas pris conscience. Ouais. C'est absent des débats. Par contre, quand vous en discutez avec les Français, en réunion publique, quand vous expliquez à des Lyonnais, les Lyonnais, ils voient que ça se construit de plus en plus. Ouais. Ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent et ils se demandent mais en fait pourquoi est-ce que toutes ces personnes ont envie de venir habiter le cœur de la métropole lyonnaise? Pour leur faire comprendre, en fait, il faut discuter de leurs enfants et de leur demander les études que leurs enfants ont fait. Où est-ce que leurs enfants se projettent dans l'avenir? Où est-ce qu'ils imaginent fonder un foyer? Quels sont les arbitrages qu'ils réalisent? C'est-à-dire qu'entre ce qu'on aimerait, bien sûr qu'on aimerait tous que dans des petites villes moyennes françaises, beaucoup moins saturées en trafic, beaucoup moins polluées, dans lesquelles le pouvoir d'achat immobilier est beaucoup plus confortable, on aimerait tous qu'il y ait les opportunités d'emploi dont on a besoin dans les villes moyennes. Ouais, les opportunités d'emploi, les services, la culture, etc. C'est-à-dire que tout ce que propose la grande ville, avec ses contraintes, c'est-à-dire que, effectivement, les grandes villes proposent des opportunités d'emploi en nombre considérable, une offre culturelle importante, tout un tas de services, quelque part, de plus-values qui sont apportés, en échange de contraintes relativement fortes sur le prix au mètre carré de l'immobilier, sur les contraintes de déplacement le matin, sur le fait que des lieux sont très fréquentés. Donc, il y a vraiment une pression qui est là. Et dans un monde idéal, si on avait la possibilité d'offrir les services des métropoles dans les villes moyennes ou dans les petites villes, les gens choisiraient les petites villes ou choisiraient les villes moyennes. Donc, et comme on n'est pas dans ce monde idéal, et qu'en fait on est chaque territoire comme chaque ménage dans un monde où il faut arbitrer, aujourd'hui, ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation, ce sont des arbitrages quotidiens, soit d'entreprises, soit de ménages qui décident d'accepter les contraintes très fortes de la grande ville, très fortes en termes de coûts, très fortes en termes de cadre de vie et de densité. Garder une opportunité ouverte en tout cas. En fait, sans doute parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Moi je sais qu'en tant qu'employeur, à un moment on avait ouvert un bureau à Dijon, qu'on a dû fermer au bout de quelques années, parce que nos employés ne restaient pas. Nos jeunes employés ne restaient pas parce qu'ils souhaitaient partir à Lyon, ils souhaitaient partir à Paris, ils souhaitaient partir à Strasbourg, voire à Toulouse ou à Bordeaux, parce que Dijon, qui est quand même pas une petite ville, qui a un cadre de vie magnifique, dans lequel l'immobilier était relativement abordable, nous en tout cas à l'époque où on y était, on est vraiment dans un cadre de vie qui est beaucoup plus confortable que ce qu'on peut trouver à Lyon, par exemple, à Dijon. Et malgré ça, nous, employeurs, on a dû suivre nos employés à Lyon, à Strasbourg et à Paris. Et c'est pas que c'est pas le rêve de nos employés ou c'est pas le rêve de l'entreprise. C'est des arbitrages pragmatiques qui sont faits et qui nous conduisent à aller avec les autres, augmenter la concurrence et la demande à Lyon, à Strasbourg, dans des secteurs où les prix sont déjà élevés, quoi. Et donc vous avez une géographie de ces arbitrages. Et donc le besoin de construction de logements neufs en France, il ne peut pas être compréhensible si on ne regarde pas un peu frontalement cette question de la géographie et des choix, soit des choix libres par les personnes qui n'ont pas de contraintes professionnelles, par exemple les personnes retraitées, soit des choix contraints par les gens qui ont simplement besoin de pouvoir s'enraciner dans un territoire et de construire un foyer, et faire en sorte que leurs enfants puissent se faire des amis et garder leurs amis dans un territoire où ils sont certains de ne pas avoir la nécessité de déménager si un jour ils doivent changer de job. Donc ce que vous dites, c'est que le travail, finalement, le rapport au travail structure l'armature territoriale, enfin en tout cas, et donc renforce la métropolisation. Le rapport au travail pour les personnes qui sont actives. Oui, bien sûr. Et la liberté de choix un peu plus forte pour les personnes qui n'ont pas la contrainte en fait, du travail localisé. D'accord. Et donc ce processus-là va impacter très certainement aussi le rapport au logement, finalement, la manière d'habiter, qui, vous le disiez, par rapport au travail,
on est moins dans un rapport à son entreprise ou à l'institution qui vous emploie, dans un rapport de stabilité, de durée, etc. Donc on est plutôt dans un truc très mobile ou plus mobile qu'avant. Ça va être certainement la même chose pour le logement. Donc un rapport au logement qui peut évoluer et donc un rapport à la propriété, etc., qui pourrait évoluer selon vous? C'est vrai que le modèle traditionnel de la propriété privée, avec peut-être la maison de famille qui se transmet de génération en génération, je pense qu'il est vraiment derrière nous. Aujourd'hui, le rapport au logement, il a deux faces. Une première qui est pratique ou hédoniste, c'est-à-dire que le logement, ça répond à un besoin très concret, d'avoir des mètres carrés habitables confortables, pas très loin des choses auxquelles on doit avoir accès de façon pratique. Et ces choses auxquelles on doit avoir accès, c'est très souvent un emploi. Ensuite, ce sont des écoles pour les enfants, des services, des équipements, notamment des équipements de santé. Après, donc ce côté pratique fait que les gens peuvent tout à fait avoir un parcours résidentiel dans plusieurs offres de logement que pourraient leur proposer les parcs résidentiels des territoires. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui est la phase de l'accession à la propriété sous l'angle de la constitution d'un patrimoine et d'une mise à l'abri du foyer et du ménage. Aujourd'hui, on est dans un monde dont la situation économique est incertaine, mouvante, et où les points de stabilité et les points de repère et les choses sur lesquelles les gens peuvent miser pour essayer de se constituer des éléments de sécurité financière, tout simplement. Toutes ces possibilités sont de plus en plus limitées et finalement le logement, la pierre, notamment dans un monde où il y a de la rareté qui se développe et donc des valorisations immobilières qui montent dans certains secteurs, c'est clair que ça devient aussi un deuxième besoin qui est de sécuriser en fait son propre parcours patrimonial. Parce que l'avenir est incertain et parce que le monde économique dans lequel on vit est de plus en plus délicat, ou en tout cas perçu comme délicat. Je vous propose, puisqu'on a longuement parlé des besoins et finalement de ce rapport au logement, d'aller maintenant plus vers les solutions, donc sur les solutions notamment proposées par Ville Vivante. Donc c'est la démarche Bimby qui préconise une densification progressive des tissus pavillonnaires et fondée sur l'initiative des propriétaires, un mécanisme intéressant. Donc c'est une approche qui prend le contre-pied du modèle actuel de la promotion immobilière. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez développé le concept d'autopromotion. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus concrètement de quoi il s'agit et comment, à Ville Vivante, vous travaillez sur ces solutions? Comment ça se passe en réalité? En fait, si vous prenez les premières couronnes des villes moyennes et des grandes villes, très souvent, ce sont des lotissements qui ont été construits à travers plusieurs générations. Si on se dit que ces emplacements sont stratégiques parce qu'ils sont aux portes de la ville-centre et qu'en même temps, ils sont un peu moins denses, donc ils offrent un cadre de vie un peu plus vert, plus planté. Si on se dit que ces cadres de vie offrent un territoire un peu idéal pour construire une offre supplémentaire de logement dans ces territoires-là, vous avez deux façons d'envisager les choses. Première façon, en filière promotion immobilière, on achète 1, 2, 3 pavillons mitoyens, on les démolit et on y substitue un habitat collectif de quelques appartements. Deuxième façon de faire, on maintient en place les maisons existantes et on va venir les reconfigurer et les compléter. Alors les compléter soit par extension de la maison existante ou par surélévation, ou soit les compléter par une deuxième construction au fond du jardin par exemple, ou sur le côté de façon mitoyenne. Dans cette deuxième voie, en fait, ce n'est pas un promoteur qui va acheter la maison existante pour la transformer dans un produit immobilier, c'est l'habitant lui-même qui va soit construire pour lui-même et déménager dans son jardin
en libérant la première maison qui va céder à quelqu'un d'autre, soit construire pour un proche, pour la grand-mère par exemple, en alternative à la maison de retraite, ou soit diviser un terrain, le céder à un autre particulier qui lui en fera l'acquisition, comme ce qu'il aurait pu faire dans un lotissement, sauf que là on est en renouvellement urbain. Et donc après avoir fait l'acquisition du terrain, le particulier va choisir un maître d'œuvre, un constructeur ou un architecte et faire bâtir. Ça s'appelle de l'autopromotion, c'est-à-dire que c'est l'habitant qui est le maître d'ouvrage du projet de construction. Et donc il va lui rester les coûts d'aménagement du terrain, du jardin et les coûts de construction. Quand vous êtes dans la filière de promotion immobilière, vous ajoutez au coût d'aménagement et de construction le coût de maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire le travail qui consiste à programmer et piloter l'acte de construire. Oui. Vous enlevez aussi la marge de la promotion immobilière et les frais de commercialisation, puisqu'une fois que vous avez construit un logement neuf en filière de promotion, il faut le commercialiser, quoi. Et donc tout ça fait qu'on a une économie de l'ordre de 700 à 1000 euros par mètre carré construit quand vous passez de la filière promotion à de la filière autopromotion. C'est la raison pour laquelle, en lotissement et en diffus, historiquement, alors qu'étaient les outils de l'étalement urbain d'hier, on produisait du logement abordable parce que vous aviez cette différence de prix, voilà, ce différentiel. Donc, je reprends un peu nos premières couronnes des villes moyennes et des grandes villes. Il y a des secteurs où la filière promotion sera la plus pertinente, autour d'une station de métro par exemple, dans des lieux où on est en train d'organiser une densité, une intensité urbaine en termes d'équipement, de services et d'emploi qui est supérieure. Il vaudra mieux quitter la forme de la maison individuelle et substituer pour densifier de façon plus forte. Mais pourquoi c'est la plus pertinente ? Parce que vous n'avez pas le volume de propriétaires nécessaire pour investir les lieux et à petite échelle à chaque fois. En fait, les territoires ont besoin de centralité. Pour que certaines activités, certains commerces vivent, il faut qu'ils aient dans leur aire de chalandise, il faut qu'ils aient un certain nombre d'habitants qui soient à proximité immédiate. Donc tous les lieux où on souhaite développer une intensité forte, il faut quitter le modèle de l'habitat individuel et il faut aller vers quelque chose de plus dense. Il n'y a que la promotion qui peut le faire. Vous voulez dire du collectif du coup ? Du collectif. D'accord. Mais si je regarde les lieux qui sont concernés par ces centralités, en fait c'est une petite partie. C'est peut-être 5 ou 10% des secteurs de première couronne où il faut monter assez fort en densification. Le reste, qui est très étendu, en fait, est suffisamment vaste et offre suffisamment de potentiel pour qu'on y aille de façon progressive et lente. Et donc le BIMBY, qui est le Build in My Backyard, c'est une façon d'avancer avec les propriétaires volontaires. Donc ceux parmi les milliers de propriétaires actuels qui, cette année en 2023, vont avoir des besoins particuliers ou un projet spécifique pour aider un proche, aider une personne âgée. Alors justement, comment vous les identifiez, ces propriétaires ? Alors en fait, on ne les identifie pas. Il y a l'erreur qu'il ne faut pas reproduire et qu'on a commise au début consiste à appliquer une grille d'analyse d'urbaniste en se posant la question quels sont les terrains les plus grands, les mieux desservis, les mieux situés, ou dans la configuration se prêterait le mieux à une densification douce, etc. Donc d'appliquer des critères techniques pour sélectionner des terrains et ensuite essayer d'aller voir si les opérations peuvent se développer. Quand vous faites ça, en fait, vous finissez par cibler des parcelles et cibler des personnes sans forcément tomber sur les bonnes. C'est qui les bonnes ? Ce sont les personnes qui cette année ou l'année prochaine pourraient avoir besoin de faire évoluer leur patrimoine. Et donc, quand vous faites ça, en fait, vous pouvez le faire si la finalité est d'acheter du foncier et de développer en filière longue, aménagement, promotion, c'est la bonne façon de faire. Si vous voulez partir dans la filière de l'autopromotion, en fait, il faut renverser la logique et plutôt que de dessiner, cibler et de pointer du doigt, en fait, il faut ouvrir un service qui va proposer à tous les propriétaires d'un quartier une compétence pour pouvoir étudier les possibilités qui s'offrent à lui, les possibilités qui s'offrent au bien dans tous les propriétaires d'évoluer, d'être divisé, d'être construit, d'être reconfiguré. Et donc ce service, vous l'offrez à tous les habitants et les volontaires vont venir réfléchir avec des professionnels de l'architecture et de l'urbanisme
au devenir potentiel de leur maison et au devenir potentiel de leur terrain. Donc il faut renverser cette logique, passer d'un projet qui est établi par la collectivité et qui ensuite est présenté aux habitants. Donc on renverse cette logique, on crée plutôt un service de projet. On va plutôt susciter des familles de projets, de micro-projets à l'échelle des parcelles des particuliers. Et ensuite, ces micro-projets, on va les guider et les assembler pour en faire un projet urbain plus large qui aille dans le sens de l'intérêt général et dans le sens des politiques publiques que porte une collectivité. Par exemple, si vous avez dans certains quartiers très peu de plain-pied, c'est ce qui arrive quand on a de l'habitat début XXe siècle ou fin XIXe siècle, des tissus d'échoppe, il y a beaucoup de maisons à étages, et donc dans ces tissus-là, vous avez aussi beaucoup de personnes âgées. Très souvent, dans une maison sur 3 en France, vous avez une personne seule qui vit, qui est âgée. Donc ces personnes-là n'ont pas la possibilité de faire l'étape suivante dans leur parcours résidentiel et de se trouver un plein pied dans leur quartier, là où elles ont leur voisinage, leurs habitudes. Une politique publique peut consister à utiliser le BIMBI et la densification douce pour compléter le parc existant avec une offre de plein pied. Si c'est ça l'objectif, on peut tout à fait, par l'accompagnement architectural et technique, orienter les ménages qui ont des projets plutôt vers ce genre de scénario, c'est-à-dire la construction pour eux-mêmes d'un plein pied s'ils sont âgés ou s'ils souhaitent accueillir une personne âgée, et la remise sur le marché des maisons anciennes à étage pour qu'elles soient reconfigurées, rénovées par des jeunes, par exemple. Donc, inversement, si vous êtes dans un quartier où du plein pied, il y en a beaucoup, mais qu'il manque des petites constructions avec peu d'emprise foncière, peu de surface pour un prix plutôt abordable pour des familles, on va plutôt essayer d'aller libérer un petit peu la construction en hauteur et faire en sorte que on puisse, tout en conservant des pleines terres importantes, construire sur un étage ou 2 étages et refaire des maisons à 2 étages, par exemple. Oui, vous faites vraiment de la dentelle. C'est de la dentelle parce que chaque projet il se réalise à l'échelle d'une parcelle. Et c'est de la politique publique parce qu'on raisonne à l'échelle de dizaines, centaines, milliers de projets qui se développent, qu'on va pouvoir aiguiller et orienter dans le bon sens par notre accompagnement. Donc le premier travail que vous faites, j'imagine, c'est prendre contact avec les collectivités locales et présenter les choses. Enfin, j'imagine que c'est avec eux que les opérations qu'on développe sont toujours des opérations qui sont conduites avec les collectivités, pilotées par les collectivités. En général, ce sont elles qui financent le service dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'en fait, elles montent une opération BIMBI sur 5 ans, par exemple. La première qui l'a fait, c'est la ville de Périgueux. Et donc, elle a créé, à travers Ville Vivante, un service, le service BIMBI, qui a été accessible à tous les propriétaires d'un bien situé en zone constructible et qui a été mobilisé. Donc, c'est 700 personnes qui ont sollicité l'accompagnement. 700 propriétaires, 700 ménages, 700 porteurs de projets qui sont venus à un moment ou l'autre des 5 années pour imaginer, dessiner, co-concevoir un projet. Et c'est au bout de 5 ans, un tiers de ces projets qui a abouti, c'est-à-dire qui a obtenu l'autorisation d'urbanisme pour la division de terrain, la construction de la maison ou la surélévation d'un bâtiment. Ça fait 250 logements en 5 ans. Vous voyez, là, vous avez une opération qui est portée par la ville de Périgueux et Ville Vivante. C'est beaucoup, 250 logements. Si on le traduit en lotissement, oui, c'est l'équivalent d'un lotissement de 50 lots chaque année pendant 5 ans. Donc c'est sur des fonciers que la ville de Périgueux n'a pas, effectivement. Et donc Périgueux, c'est intéressant d'avoir un cas concret. Comment s'organise du coup la ville en interne pour développer ce service? Il y a du recrutement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des... Il y a 2 faces. Les collectivités ont aujourd'hui l'instruction du droit des sols. C'est-à-dire que tous ces projets en densification douce, la maîtrise d'ouvrage habitant, ils arrivent à un moment au service d'instruction des déclarations préalables de division et des permis de construire. Quand vous développez 250 projets en densification douce, ça veut dire 150 à 200 autorisations d'urbanisme déposées. Donc il faut comparer ça à un immeuble de 50 logements où vous avez un permis de construire. Donc on va augmenter
parce qu'il va être plus fin, le travail d'instruction, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de projets, ce sont des micro-projets, plus de demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc il faut un peu que la collectivité s'organise et se prépare à passer d'une filière de grands projets en promotion immobilière, où il y a peu d'autorisations d'urbanisme finalement, et qui sont des grandes autorisations, à un flux de beaucoup de projets individuels portés par des particuliers. Donc ça, c'est la première facette. Et puis la deuxième phase du service, c'est le service lui-même de conception et d'échange avec les particuliers sur un temps qui est relativement long. En général, les gens, ça leur prend 24 mois entre la prise de connaissance d'un potentiel ou la réflexion sur des premières idées et le dépôt d'un permis de construire. Vous avez bien 12, 24, voire 36 mois de réflexion, d'avancée dans le projet, de découverte des contraintes qui s'appliquent sur votre terrain et de prise de décision à l'intérieur du foyer pour avancer dans des projets de densification. Et donc ce service, les collectivités le confient à Ville Vivante, qui est opérateur de densification douce, comme elles pourraient confier à un aménageur l'aménagement d'un secteur. Là, elles vont confier une opération de densification douce à un opérateur qui a construit des compétences spécifiques pour le mettre en œuvre. Donc votre client, c'est la collectivité. Le client, c'est la collectivité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu du coup comment se passe l'accompagnement de chacun des propriétaires, parce que du coup ça fait appel quand même à des expertises et à des métiers très variés. Et puis comment est-ce que vous allez jusqu'à gérer la concertation plus globale à l'échelle du quartier, le rapport avec les voisins, etc. Disons qu'on peut découper le processus en 5 temps. Vous avez un premier temps qui consiste à identifier les possibilités réglementaires qui s'offrent aux habitants et éventuellement à réaliser une modification du document d'urbanisme, voire une révision. Donc c'est ce qu'on a fait à Périgueux. Il y a des règles, un certain nombre de règles qui étaient trop restrictives, concernant des accès par exemple, où vous aviez besoin d'une largeur d'accès en fait, qui était démesurée par rapport à la réalité pratique que ça représente. Donc certaines règles sont trop restrictives et à l'inverse, d'autres règles sont trop souples et vont, si elles sont exploitées, créer des désagréments d'intimité, de vis-à-vis, de vue d'une nouvelle construction sur le fond de jardin des parcelles voisines, etc. Donc il y a un premier travail qui consiste à faire en sorte que le document d'urbanisme soit bien calibré et conçu pour être le bon guide d'une densification douce, acceptable, pertinente. Ce travail, il se fait en même temps qu'une information et qu'une concertation avec les habitants du quartier. C'est vraiment le bon moment et le bon prétexte pour mobiliser les habitants quand vous changez les règles. En fait, c'est toujours intéressant de discuter des règles et pas de projet en particulier. Donc c'est l'occasion de créer la discussion générale sur la densification douce de la ville, d'expliquer pour quelles raisons le projet est mené. À Périgueux, je me souviens de la conférence de presse de lancement et des journalistes qui demandent à quoi ça sert, ça coûte combien, qui c'est qui paye. Le maire de Périgueux qui explique que Périgueux est une ville qui est équipée pour 35 000 habitants, ce qui a été sa population certaines années. Aujourd'hui, on a 30 000 habitants, qu'il y a certaines salles de classe qui sont en sursis, certaines écoles qui sont en sursis, et que si la ville ne trouve pas une façon de réaccueillir à nouveau des familles dans le cœur de l'agglomération, elle va sur un modèle qui n'est pas viable, notamment au niveau fiscal. Donc, il faut que le débat public se crée et que les élus et les urbanistes puissent porter le projet de densification douce et ses raisons et puissent initier la discussion avec les riverains, les habitants. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, une fois que vous créez le service d'accompagnement des projets à la densification douce, il y a un premier temps qui consiste à aider chacun à trouver la bonne option pour lui-même. Les ménages qui viennent, il y en a beaucoup qui se situent dans la tranche d'âge entre 50 et 70 ans, c'est-à-dire à un moment où les schémas ne sont pas forcément très clairs de quelle va être la suite. Ça peut être déménager complètement, changer de ville et se rapprocher de ses enfants et ses petits-enfants. Ça peut être trouver un plein pied dans mon quartier et envisager de passer ses vieux jours ici. Ça peut être se rapprocher du centre
quitter la périphérie et retrouver quelque chose dans Périgueux parce que vous souhaitez vous rapprocher des services, des emplois et des commerces, des services de santé par exemple. Ça peut être rester dans le bâtiment dans lequel vous avez vécu et le reconfigurer. Ça peut être déménager dans votre jardin. Ça peut être aller au rez-de-chaussée de votre maison. Une maison des années 70 par exemple, construite sur le sous-sol total, que vous pouvez étendre. Et donc vous organisez un grand plein-pied et vous gardez un bout du jardin. Et puis vous pouvez louer l'étage par exemple. Donc il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Et les personnes, en général, utilisent nos compétences pour visualiser, connaître la réglementation, voir en 3 dimensions le potentiel qui s'offre à eux. On a connu des gens qui recherchaient un plein pied dans leur quartier, qui ne le trouvaient pas et qui ont découvert grâce à nous que dans leur jardin, il y avait la possibilité de faire le plein pied qu'ils recherchaient à l'extérieur. En fait. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient la solution dans leur jardin, chez eux, que le foncier, ils en étaient déjà propriétaires. Il fallait financer la construction. Cette construction, elle peut être financée en vendant la première maison. Mais vous avez le laps de temps pendant lequel la construction n'est pas encore construite. Donc vous avez une réflexion sur un pré-relais. Si vous êtes un peu âgé, le pré-relais, vous n'y aurez pas accès, donc il faut peut-être réfléchir avec les enfants. Il y a déjà même une réflexion qui peut se nouer sur la transmission patrimoniale. Donc il y a cette phase un peu de réflexion de quelle est la bonne trajectoire, quelle est la bonne étape suivante dans la trajectoire. Nous on appelle ça le take-off, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un décollage. Il faut qu'à un moment, il y ait 1 ou 2 options qui sont mises sur la table, qui soient vraiment les bonnes par rapport aux besoins des personnes pour que ça se déclenche. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas formulé ou trouvé la bonne option, qui est toujours sur mesure, les obstacles qui vont se présenter ensuite sont trop importants de toute façon pour que le projet se réalise. Une fois que ce take-off il est fait, que l'option pertinente pour le ménage est là, après il faut le réaliser. Et là on rentre dans une deuxième phase qui est laborieuse, qui peut être longue, qui consiste à travailler avec l'architecte des bâtiments de France, s'enquérir des règles spécifiques du plan local d'urbanisme, du plan de prévention des risques inondations, de ce qu'en pensent les voisins, de gérer les problèmes d'accès. Donc après, vous avez l'acte de bâtir en France qui est complexe, qui est long, première chose. Deuxième chose, l'acte de prendre des décisions patrimoniales en famille, c'est-à-dire que vous avez une option qui est séduisante, mais à un moment il faudra le décider, ça va finir chez le notaire, il faudra mettre en vente une partie du patrimoine, donc il y a aussi la prise de décision familiale qui est une sacrée étape, qui n'est pas plus simple que la complexité administrative, c'est une autre forme de complexité, c'est une complexité qui est familiale, patrimoniale. Donc il y a cette deuxième étape de l'accompagnement des porteurs de projets, c'est à la fois du coaching, parce qu'il faut abattre les difficultés qui se présentent, et en même temps en profiter pour que le projet se raffine et devienne de meilleur en meilleur plutôt qu'il se dégrade. Et alors comment vous faites du coup à l'intérieur de Ville Vivante, comment vous mettez en place, est-ce que vous mettez en place une équipe projet à chaque fois pour chaque propriétaire? J'imagine que c'est pas possible. On a des métiers qui sont différents entre le début du processus, le milieu et la fin. Le coaching par exemple, soutenir quelqu'un dans un projet complexe, c'est pas tout à fait le même talent et les mêmes compétences que la conception du bon éventail d'options au départ pour que la personne trouve la bonne option. Faire rêver d'un projet, du bon projet, c'est vraiment une compétence en soi qui se développe. C'est plutôt quelque chose de ponctuel. Il faut que ça arrive au bon moment, il faut trouver la bonne configuration. Coacher, accompagner un projet, c'est vraiment du suivi sur du long terme. C'est une autre dynamique en fait. Et c'est aussi un peu d'autres compétences. Voilà. Et puis après, vous avez encore une étape d'après qui consiste à trouver les bons acteurs professionnels locaux qui vont borner et diviser votre terrain, le mettre en vente, donc ça peut être un agent immobilier, construire, trouver le bon maître d'œuvre, trouver le bon constructeur, trouver le bon architecte, poursuivre le travail et trouver les professionnels avec lesquels vous allez pouvoir contracter dans les budgets qui sont les vôtres et les délais qui sont les vôtres. Ça, c'est aussi une partie du travail qu'on réalise, qui est d'accompagner chacun jusqu'à ce qu'il ait l'équipe de professionnels locaux complète pour que ce projet soit réalisable. D'accord. Et ça, c'est pas forcément la partie la plus facile. Oui, je comprends. Et c'est systématique. Vous allez systématiquement jusque-là. On va jusque-là. On reste, y compris dans la phase de construction. C'est-à-dire que si tout va bien,
il n'y a plus qu'à prendre les photos à la fin de la construction. Et puis parfois, il y a des événements un peu malheureux qui se produisent. Il y a certaines entreprises qui fondent les plombs. Il faut retrouver un autre maître d'œuvre. Il y a, voilà, on est dans l'activité de construction du bâtiment et de l'immobilier. Parfois, tout se passe bien. Parfois, il y a des problèmes à résoudre. Et donc, on est là aussi pour aider à résoudre les problèmes. Ça peut être un problème avec les voisins. Ça peut être un problème de bornage, ça peut être... tout peut arriver. Voilà, en fait, on est dans la dentelle, dans l'existant, le sur-mesure, le quartier est déjà habité, c'est sensible. Donc, si on veut que tout se passe bien, pour que les riverains émettent un jugement plutôt positif sur les projets de densification douce et qu'ils donnent mandat à leurs élus pour poursuivre, en fait, on a tout intérêt à ce que tout se passe bien jusqu'au bout, jusqu'à la livraison. Jusqu'à présent, vous avez... permis à combien de propriétaires de réaliser un projet comme celui-là? La ville vivante va bientôt avoir 10 ans. Dans les premières années de notre travail, on a fait beaucoup d'études. La première opération, on l'a lancée en 2016 avec Périgueux, donc ça va faire 6 ou 7 ans. Là, on vient de passer la barre des 1000 projets aboutis, autorisés, au niveau du droit des sols. Et ensuite, il y en a une partie qui sont construits. D'autres qui sont en construction. Voilà. Mais la barre des 1000 vient d'être franchie au début de l'année 2023. Et l'accompagnement moyen, enfin la durée d'accompagnement moyen, c'est... 24-36 mois. Le travail de Ville Vivante ne se départit jamais d'une action de recherche. Vous faites aussi... vous publiez régulièrement des résultats de vos études. Vous avez un lab qui s'appelle vv.energie. Quels sont les sujets que vous travaillez aujourd'hui sur un plan de la recherche? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et les projets à venir en fait? Est-ce que les pistes, les sujets que vous allez investir à l'avenir? On a deux types de recherche. La première, c'est du développement expérimental. C'est-à-dire que le service BIMBY, dont je vous ai décrit un peu les étapes, il est nouveau. On apprend à le concevoir et le délivrer. La façon dont on le délivre dans une ville comme Périgueux, dans un territoire comme le SCOT des Vosges centrales, qui est très rural, ou à Morlaix-Communauté, par exemple, en Bretagne, en fait, n'est pas forcément la même. Donc on est en train d'identifier les différentes configurations de services qui répondent aux spécificités des territoires, de leur marché immobilier et également du type de population qu'on rencontre et de besoins qui s'expriment. Ce n'est pas un service générique, universel, applicable partout. Il faut qu'on trouve à chaque fois la bonne configuration pour que les étapes que je vous ai décrites, en fait, elles fonctionnent dans des marchés qui ne sont pas du tout les mêmes pour répondre à des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, ce service, il faut en trouver les différentes configurations viables. Ensuite, il faut le concevoir pour qu'il soit économiquement viable et qu'il soit, vu que c'est les collectivités qui le financent, on trouve un modèle économique qui convienne à toutes les parties pour qu'il puisse ensuite être généralisé quelque part. Donc, cette recherche-là, c'est vraiment de la recherche et développement, ce qu'on appelle du développement expérimental en termes techniques. Ça consiste à tester des premiers prototypes de services, les ajuster jusqu'à ce qu'ils fonctionnent, identifier les compétences, les métiers qu'il faut créer pour faire tourner ces services et voilà, créer un modèle opérationnel quelque part. L'ambition du BIMBY, c'est de rendre obsolète le lotissement ou de le remplacer. Le lotissement, c'est un modèle qui est très huilé, qui fonctionne très bien, qui a son modèle économique pour toutes les parties prenantes et dont le succès en fait est imputable à la qualité de son modèle opérationnel. Si on souhaite vraiment remplacer le lotissement par du renouvellement urbain, il faut que nos opérations BIMBY et Bounty, qui sont plus orientées vers la reconfiguration du bâti, ou Bamba, qui sont des opérations de lotissement dense, il faut qu'on progresse dans la recherche et développement jusqu'à atteindre des modèles vraiment fluides et viables économiquement. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. L'opération de Périgueux dont je vous parlais, elle a pris 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, on n'a achevé que 3 opérations. Donc c'est Périgueux, le Creusot-Monceau et dans les Vosges. Donc ça fait peu de retours d'expérience jusqu'à là. On a encore un petit peu de recherche et développement à faire pour que ces services tournent en fait et soient disponibles pour tout le monde. Ça c'est la première des recherches. Ensuite on a une deuxième activité de recherche qui est plutôt une activité de modélisation.
si on revient sur la question des besoins en logement, il y a deux façons d'y répondre. Soit on y répond avec des règles de 3, en faisant des équations un peu simples entre le nombre de ménages qui augmente, et on voit qu'on construit plus de logements que le nombre de ménages n'augmente, donc on se dit c'est bizarre, en fait on construit beaucoup trop par rapport aux besoins. Ce sont des réponses trop simples, je pense. Si on veut vraiment répondre à la question de quoi on a besoin qualitativement et de combien on a besoin où, en fait il faut qu'on modélise les territoires. Il faut les modéliser du point de vue de leurs ressources foncières et bâties, du point de vue de l'activité économique et des créations d'emplois, et des phénomènes d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a certaines tailles de marché de l'emploi qui sont capables de développer certains secteurs économiques et pas d'autres. Donc, il y a vraiment une question de meilleure connaissance de l'emploi, notamment dans une perspective de réindustrialisation, des logiques d'emploi actuelles et de leurs conséquences sur les territoires, les villages, les petites villes, les villes moyennes et les grandes villes qui sont susceptibles d'accueillir ou en tout cas d'aider ces secteurs économiques à se développer, quoi. Et en face de ça, vous avez le potentiel de renouvellement urbain, le potentiel foncier, l'offre existante, le parc bâti existant, dont une partie est bien située, c'est-à-dire qu'une partie permet d'aller en vélo travailler, par exemple, et une autre partie est moins bien située, dans des secteurs plus excentrés, qui nécessitent de prendre sa voiture pour aller au travail. On a vu en 2022 que le prix au litre de l'essence a dépassé les 2 €. Oui. Ça veut dire qu'on a aussi dans la modélisation à inclure ces questions de renchérissement du coût de l'énergie et de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si le prix passe à 2,50, à 3 €? Qui peut continuer à aller au travail? Est-ce que c'est des gens qui ont le choix de se déplacer ou pas? Qui a la capacité de faire du télétravail, qui ne l'a pas? Et donc on a vraiment besoin de répondre par une approche sérieuse à la question du besoin en logement. Ça ne peut pas être des règles de 3. Ça ne peut pas être une règle générale pour tout le monde. Ça ne peut pas se faire dans une étude de 15 jours comme ça, confiée à un cabinet de consulting simplement pour alimenter le débat actuel. C'est vraiment un sujet de modélisation où il faut intégrer le ZAN, le zéro artificialisation nette. Le chemin vers la neutralité carbone. Et dans la neutralité carbone, il y a un sujet qui est énorme, qui est la mobilité du quotidien. Aujourd'hui, les bâtiments neufs, ils sont construits avec la réglementation énergétique 2020. C'est plutôt performant. On peut améliorer encore le bilan des constructions. Mais au niveau construction et exploitation du bâtiment, notamment le chauffage, on fait des progrès qui sont très forts. Par contre, la localisation même du logement, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien, en fait, elle implique des mobilités du quotidien pour tous les jours pendant des années. Et elle a un impact carbone qui est supérieur au bilan de la construction et de l'exploitation du bâtiment. Et donc, il y a un vrai sujet à modéliser qui est de savoir la conséquence en fait, d'installer une résidence principale à tel endroit ou tel endroit du territoire, selon qu'on est actif ou pas. Selon que si on est actif, on a la possibilité de faire du télétravail ou on ne l'a pas, selon l'organisation même du territoire et la façon dont on peut aménager, équiper, répartir. Il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'on peut par exemple déconcentrer les emplois et les envoyer vers l'extérieur des cœurs d'agglomération, voire dans des territoires moins denses? Je pense qu'on peut répondre à ces questions par de la modélisation. C'est-à-dire qu'on va voir géographiquement, en termes d'itinéraire, est-ce que les entrepreneurs qui s'installent dans les secteurs centraux, qui sont les plus denses, les plus chers et les plus contraints, est-ce qu'ils ont raison de s'installer là ou est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'installer autre part? On peut simuler, modéliser l'amélioration du système de transport en commun, du système de transport en général. On peut modéliser, simuler de l'intensification et de la densification. Donc, les différents leviers des politiques publiques, en fait, il va falloir qu'on apprenne à les modéliser dans un modèle qui prend en compte le budget des ménages, les contraintes d'implantation et d'arbitrage des ménages et des entreprises, le système de transport, le coût de l'énergie, le ZAN, la neutralité carbone. Finalement, on a une sorte de grande équation à laquelle il ne faut surtout pas essayer de répondre de façon globale à l'échelle du pays et qui demande, territoire par territoire, je pense, à développer un travail de modélisation. Nous,
On travaille dans cette voie notamment avec un partenaire qui est l'Office français de la conjoncture économique. D'accord. On travaille sur quel territoire? On a travaillé sur l'agglomération de La Rochelle. D'accord. Et sur Scott, on travaille aussi sur le territoire de la métropole de Clermont-Ferrand, où on va modéliser les lieux où habitent les gens, les lieux où potentiellement ils vont travailler, les millions de trajets possibles entre les endroits où on habite et les endroits où on travaille, et les parts modales que vont prendre chaque mode de déplacement, les budgets, budget temps, budget coût, budget énergie et budget carbone. Et on va décrire les possibilités qui s'offrent à ces territoires-là, en fait, d'optimiser et de faire baisser les émissions carbone et les budgets temps et les budgets énergie en fait, des ménages. Voilà. C'est un travail qui commence. Je pense que l'urbanisme jusqu'ici était beaucoup sur des approches qualitatives. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait du quantitatif aussi qui vienne alimenter les débats. Voilà. Donc on ne soit pas simplement sur des ordres de grandeur. On vous dit on a besoin de 500 000 logements en France, vous voyez c'est un ordre de grandeur. Oui. Je pense qu'on a besoin d'approches plus sérieuses maintenant pour répondre à ces questions-là. Quantitatif et puis d'aller, c'est ce que vous disiez, sur la connaissance vraiment à la très fois approfondie en fait, des territoires. Et également des approches multidimensionnelles et systémiques. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples que de se dire qu'il y a beaucoup de mètres carrés vacants. Bien sûr. Très bien, mais où est-ce que sont ces logements? Comment est-ce que les gens y accèdent? Et pourquoi est-ce qu'ils n'y habitent pas aujourd'hui? Un logement qui est vacant, c'est jamais un hasard. En fait, la vacance, ça se modélise, tout simplement. La transformation du parc bâti également. Oui, voilà. C'est ça. C'est quantitatif, qualitatif, bien sûr, systémique et incarné. Et incarné, ça veut dire que le systémique, en fait, ça veut dire deux choses. Systémique, ça veut dire multidimensionnel. Donc, il faut prendre en compte les contraintes de travail, les contraintes environnementales, enfin, toutes les contraintes. Et systémique, ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que c'est une modélisation qui est fondée sur la notion de décision des acteurs. Quand un ménage décide d'habiter dans un endroit ou qu'une entreprise décide de s'implanter quelque part, c'est nécessairement une décision multifactorielle, multidimensionnelle. Et donc, c'est pas faire du pluridisciplinaire pour faire du pluridisciplinaire, mais c'est pour faire du pluridisciplinaire parce que de toute façon, les décisions des acteurs sont multifactorielles et que si on veut comprendre ces décisions, les arbitrages actuels qui sont réalisés, et ensuite étudier de quelle façon un territoire peut se réorganiser pour offrir plus d'options, d'autres arbitrages possibles, en fait, il faut vraiment prendre le point de vue de ces arbitrages pour comprendre et pour modéliser, quelque part. Ce qui est un peu différent des approches surplombantes, parfois un peu simplistes, qui fonctionnent beaucoup par petites équations simples ou avec des règles de 3, où très rapidement on s'aperçoit qu'il y a trop peu ou il n'y a pas assez. Et en fait, on n'y est pas parce qu'on n'est pas en train d'étudier la vie réelle. La vie réelle, c'est des gens qui prennent parmi les décisions les plus importantes dans leur vie, c'est où est-ce que j'habite et quels arbitrages, quels compromis je fais, en fait. C'est des choses qui ne sont pas simples. En tout cas, qui sont beaucoup moins simples dans l'esprit des acteurs qui prennent ces décisions, les habitants, les ménages et les entreprises, que parfois elles peuvent l'être dans les approches de certains professionnels, et je pense qu'ils prennent les choses de façon trop simple. De nombreux chantiers s'ouvrent à nous pour les prochaines années. On a du boulot collectivement. David Miel, je vous remercie beaucoup encore une fois pour cet échange très riche, très intéressant. Citizen Vox va regarder avec beaucoup d'attention ce que devient Ville Vivante et son lab dans les prochaines années. Merci. Merci à vous. C'était Citizen Vox, le podcast engagé pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. À très bientôt.